Bonjour très chers compatriotes, vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, avec pour invité spécial David Ndarakoma, le prince Adouma. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci d'ailleurs pour l'honneur, sinon le privilège que vous m'accordez sur l'émission Atmosphère d'ailleurs, dont vous êtes pratiquement le concepteur. Je vais très bien, à part quelques petites difficultés de santé liées à l'emprise du système politique, économique et social qui nous oppresse actuellement au point de nous rendre malades. Mais dans tous les cas, ça va, je vais au mieux. Pouvez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît? Décliner mon identité, c'est pas très simple. Je m'appelle Thierry Essam, David Ndarakoma de mon pseudonyme. Je suis Adouma de mère, fond de père. Je suis instructeur en communication sociale, secrétaire des affaires étrangères, diplômé de l'école de préparation aux carrières administratives. Je suis président actif de la jeunesse insoumise. Je suis fondateur de la Ligue nationale des non-alignés, la troisième voie. Je suis par ailleurs président actif non seulement de la jeunesse insoumise, mais je suis également vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés. Je suis syndicaliste. Je suis acteur politique dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Je suis acteur au développement. Et je suis également membre de la société civile non organisée, non structurée. Voilà à peu près la déclinaison de mon personnage. De nombreux compatriotes voudraient savoir c'est quoi le Minotaure. Ah, vous faites bien de me poser cette question, de savoir qu'est-ce qu'est un Minotaure. Un Minotaure dans la mythologie biblique, c'est l'union entre un veau et une reine. Et cette union-là a donné ce qu'on appelle un Minotaure. Le Minotaure est donc cet espace d'hybride, ni homme ni animal. Et le Minotaure également, c'est l'une des caractéristiques d'un gitan, d'un mutant, d'un métamorphosé, d'un transfiguré. Et le Minotaure se caractérise par les 7 esprits de l'éternel. L'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la crainte éternelle. Donc 7 esprits qui symbolisent une intelligence supranaturelle. Voilà à peu près comment on définit un Minotaure. Un Minotaure également est un résistant. Un Minotaure est une bactérie, un parasite, un microbe et qui arrive à survivre à l'intérieur des espaces les plus difficiles. Donc le Minotaure que je suis n'est pas une simple expression, mais c'est toute une doctrine philosophique, mais c'est également une espèce de résistant. Et c'est pourquoi le Minotaure cadre avec le principe d'un insoumis que je suis. L'émission Atmosphère fait des vagues dans les réseaux sociaux. Quelle est votre appréciation? Effectivement, l'émission Atmosphère aujourd'hui, d'ailleurs, dont vous êtes le concepteur avec moi, David Ndarakoma, qui est simple animateur, qui fait des vagues dans les réseaux sociaux. Nous sommes partis de rien du tout. Aujourd'hui, nous arrivons à des caractéristiques de pluralité. Nous arrivons à atteindre pratiquement les 10 000, 15 000 vues. Et nous arrivons à faire les 2 000, 3 000, 4 000 vues jour. Ce n'est pas donné à tout le monde, surtout dans un système politique où les Gabonais deviennent de plus en plus exigeants du contenu de nos communications. Donc nous sommes parfaitement en osmose avec ce que nous avons toujours voulu, faire justement de notre émission Atmosphère la plus regardée, et nous osons tout simplement croire que nos partenaires qui sont de côté de la France, comme ils m'ont promis, vont envoyer les appareils qu'il faut pour que nous puissions atteindre notre vitesse, notre croisière. C'est quoi l'atmosphère? L'atmosphère, c'est un écosystème. Un écosystème où vous avez une pluralité d'acteurs politiques. L'atmosphère, c'est un environnement. Un environnement qui peut être propice à toutes les batailles. Un environnement qui peut également être propice à toutes les débâcles. Donc l'atmosphère, c'est l'une des caractéristiques justement de notre vie en commun. Et c'est pourquoi nous avons créé cette émission. L'objectif de cette émission, c'est de quitter de l'atmosphère à la pétrosphère. C'est dans la pétrosphère que nous aurons la sécurité qu'il faut, parce que la pétrosphère, c'est carrément l'espace extrasidéral. Ce sont les Pléiades, ce sont des dimensions hautement élevées, des dimensions qui dépassent l'entendement humain. Donc pour le moment, nous sommes dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, vous avez toutes les possibilités
possibilité de pouvoir vous battre pour quitter de l'atmosphère à la pétrosphère et enfin pour vous acheminer vers le cosmos. Donc l'objectif pour nous, c'est de transformer cette émission qui partira de l'atmosphère à la pétrosphère et de la pétrosphère au cosmos. Parce que lorsque vous êtes dans le cosmos, eh bien, vous rentrez dans le monde de l'immatérialité, vous rentrez dans le monde de la non-superficialité, vous êtes maintenant dans les commissures, dans justement les pléiades, hein, ce que j'appelle les pléiades. Et là, vous êtes en plein dans les demeures de l'Éternel, et c'est l'objectif que nous poursuivons. Parce que notre vie ne se résume pas sur terre, notre vie se résume au ciel. Là-haut, là-bas, dans le ciel, où nous irons nous reposer auprès de notre Père qui nous a donné toutes ces connaissances, toute cette intelligence, mais également toute cette sagesse. Et l'objectif poursuivi par l'atmosphère, et telle est la question que vous m'avez posée, eh bien, c'est de ne jamais abandonner la foi vivante de Mame Ngounou Basseni. Cette foi vivante qui m'a permis de résister à tous les obstacles, cette foi qui m'a permis de lutter contre toutes les entraves, toutes les manipulations dont je suis l'objet, dont je suis victime, toutes les accusations, toutes les flagellations. Donc l'émission Atmosphère également qui me permet de me rappeler mon existence. Mon existence avec toutes les batailles, avec tous les conflits, avec tous les affrontements et les afflictions. L'atmosphère, c'est également le ministère du conflit, le ministère de la confrontation. L'atmosphère, c'est également un esprit pédagogique, un esprit instructif. L'atmosphère, c'est la moralisation de la vie publique et c'est l'objectif que nous poursuivons. L'atmosphère également, c'est le rajeunissement de la classe politique, sa transformation, sa transfiguration. C'est la seule compétition électorale pour que les meilleurs puissent émerger. Donc l'émission Atmosphère, c'est tout un contenu. Je dis bien tout un contenu avec des objectifs directrices que nous poursuivons, qui est celle de la recherche de l'éthique, qui est celle de la recherche justement du métier d'un certain nombre d'équilibres. Et nous disons, et nous continuerons toujours à le dire, qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Lorsque vous êtes dans l'atmosphère, eh bien vous faites tout pour ne pas être corrompu. Vous faites tout pour ne pas être parmi les laissés pour compte, surtout les marginaux, les exclus de la croissance économique. Vous devez être capable de lever votre leadership aux standards nationaux, aux standards continentaux, voire même aux standards universels. Donc l'émission Atmosphère aujourd'hui, et d'ailleurs nous avons plein d'invités qui se bousculent à cette émission pour pouvoir également éclairer la lanterne d'un plus grand nombre de personnes. Donc si vous avez envie également de vous frotter à un certain nombre de cerveaux sur le plan national, mais également sur le plan continental, eh bien, vous pouvez également faire partie de cette émission, nous appeler pour que vous puissiez également être un participant, un contributeur. Bien, monsieur le metteur de la baie de cochon, comment avez-vous apprécié l'élaboration de notre constitution? Mais vous le savez tout comme moi que j'ai très mal apprécié l'élaboration de notre loi fondamentale. Et cette loi fondamentale qui a suivi plusieurs parcours. Elle est partie d'abord d'une tentative du dialogue national inclusif que j'ai d'ailleurs qualifié d'exclusif puisque le Premier ministre à l'époque, Raymond Dossima, avait demandé la contribution, la participation de l'ensemble des Gabonais dans la réécriture justement de notre espace constitutionnel. Et moi, j'ai fait partie de ceux-là qui ont contribué. Puisqu'il s'agissait d'écrire pratiquement 10 pages, eh bien nous les avons écrits. Et malheureusement, lorsqu'il s'est agi de choisir ceux-là qui devaient aller discuter au dialogue national et inclusif que j'ai qualifié d'exclusif, eh bien David Mbakoma n'a pas été au sein de cette messe. Mais dans tous les cas, j'avais mis parmi mes propositions le principe de la séparation du pouvoir. La séparation du pouvoir, non pas stricto sensu, mais une séparation flexible du pouvoir telle qu'elle avait été énoncée par Montesquieu dans l'esprit de la loi. Et il le disait d'ailleurs que si un seul homme arrive à concentrer les trois pouvoirs, eh bien nous nous retrouvons là vers une espèce d'absolutisme de pouvoir avec des conséquences néfastes sur les droits de l'homme, avec une certaine régression d'ailleurs nos libertés, égalité constitutionnelle. Et pendant également cette discussion vers l'élaboration de notre loi fondamentale, j'avais proposé également un salaire minimum
de 150 000 francs, c'est-à-dire un revenu d'insertion professionnelle pour le chômage. J'ai également proposé la mise en place d'une banque de financement justement des projets des populations des quartiers sous-intégrés. Et il y a eu plein de mes propositions comme ça qui ont été retenues par le chef d'État. Mais dans tous les cas, je fais partie de ceux-là qui avaient recusé cette loi fondamentale parce qu'elle mettait en place ce que j'ai appelé l'autocratisme du pouvoir, avec une concentration du pouvoir sur un individu, c'est-à-dire le garant du pouvoir exécutif, et qui, on le retrouvait partout, un exécutif qui était pratiquement omnipotent, c'est-à-dire omniprésent dans toutes les sphères décisionnaires. Et sans cela, que j'avais dit que cette constitution-là allait nous causer énormément de problèmes. Cette même constitution d'ailleurs que j'ai décriée avec un débat contradictoire avec un constitutionnaliste, un jeune compatriote hautement diplômé qui défendait justement le vote de cette constitution pendant que moi je défendais justement la réorganisation, la restructuration de cette constitution. Une constitution et qui, une fois de plus, va nous causer des problèmes, et je l'avais dit. Et malheureusement, aujourd'hui, à l'évidence, les gens arrivent, et des gens à regretter ce qu'eux-mêmes, ils ont consenti. Cette constitution qui consacrait un régime présidentialiste rigide, non pas un régime présidentialiste flexible. Le régime présidentialiste rigide accorde la suprématie, la prépondérance, l'hégémonie du pouvoir exécutif, avec son détenteur exclusif. Et dans ce genre de régime, eh bien, les garanties de droits, les libertés des personnes sont constamment violentées, et à la fin, nous nous retrouverons vers un retour vers le monolithisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis 1990. Et c'est pourquoi moi et plusieurs autres Gabonais, tels qu'Alain Claude Binze et plusieurs jeunes compatriotes, nous avons estimé à tort ou à raison que cette constitution-là n'était pas bonne. Et cette constitution-là n'était pas bonne, d'autant plus que cette même constitution aujourd'hui, qui est devenue querelleuse par les partis politiques qui l'ont pourtant adoptée, cette constitution qui est devenue également afflictionnelle à l'endroit des syndicalistes alors qu'ils l'ont adoptée et autres, pendant que nous nous recusons cette constitution. Malheureusement pour eux, eh bien, ils vont se mettre à l'évidence sur l'improbabilité de leur amélioration significative de conditions de vie et existantes. Parce qu'une constitution qui caractérise l'hégémonie, la suprématie, l'égocentrisme du pouvoir exécutif, eh bien, il n'y a rien pour le peuple souverain, parce que l'objectif aurait été celui-là d'arriver à une séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est un seul homme à qui on a remis toutes les prérogatives de puissance publique pour atteindre, nous savons trop quel objectif. Donc, cette constitution également a supprimé le poste de Premier ministre chef du gouvernement. La suppression du poste de Premier ministre chef du gouvernement a entraîné également une relégation justement de notre esprit de combativité dans la recherche de la prise en compte de service de représentation du peuple souverain, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'enjeux pour aller à l'Assemblée nationale. Or, à l'époque, dans les régimes présidentialistes flexibles, eh bien, lorsque vous étiez détenteur du plus grand nombre d'élus, c'est-à-dire les députés à l'Assemblée nationale, eh bien, on vous sortait le poste de Premier ministre chef du gouvernement. Mais les savants ingénieux, nos acteurs politiques sans base électorale, c'est mieux opposé que j'ai qualifié d'ailleurs d'inapte, incapable justement de défendre les véritables intérêts du peuple, ont adopté une loi fondamentale totalement hybride, avec l'existence de deux vice-présidents. Deux vice-présidents, pourquoi faire dans un pays qui est en difficulté, qui est surendetté? Et au lieu d'améliorer la gouvernance politique de notre pays, eux, ils augmentent encore les charges productives de l'État. Donc, ils ont créé deux postes de vice-président, un vice-président de la République qui n'est rien d'autre que Séraphin Mundonga, ensuite un vice-président du gouvernement qui n'est rien d'autre que Baro Chambry. Donc, au moment où le peuple souverain croupit dans la misère, dans la pauvreté, dans la déscolarisation, dans l'analphabétisme, eh bien, eux, ils créent des postes d'affectation de leurs copains, leurs coquins, leurs consanguins, leurs chinoiseries et maroquineries. Et sans cela, que je me suis toujours insurgé contre ce genre de pratiques avilissantes qui n'arrivent pas véritablement à rechercher la relance, la croissance économique par des voies de rationalisation de nos ressources, c'est-à-dire les ressources humaines, les ressources techniques et les ressources financières. Donc, c'est un pari gagné, un pari perdu.
Alors que nous avons eu la possibilité d'élaborer une véritable constitution qui puisse favoriser le débat contradictoire public, la saine émulation, la saine compétitivité pour que le meilleur puisse émerger. Et vous avez vu d'ailleurs cette constitution que j'ai décriée, comment elle a été non inclusive dans la mesure où on a supprimé justement de l'élection présidentielle les jeunes de 18 à 35 ans, alors que 18 ans, nous savons que c'est l'âge législatif, et comment comprendre que les jeunes de 18 ans et 35 ans ne puissent pas être des potentiels candidats à l'élection présidentielle, alors que ce sont des citoyens, alors que ce sont des électeurs. Comment concevoir que les vieillards de 72 ans, 71 ans et autres ne puissent pas être candidats à l'élection présidentielle, mais que tous ces gens qui ont été exclus à tort puissent être candidats dans les autres élections. Or, l'âge législatif, c'est 18 ans. Et ces gens qui ne comprennent pas grand-chose, et pourtant, ce sont des gens qui ont, soit dit, appris. Il y a le principe de la généralité de la loi. La généralité de la loi, le caractère général de la loi, l'imprescriptibilité de la loi. Donc il y a sa généralité et sa sanction. Or là, vous avez vu une loi totalement à un caractère égocentrique, une loi aléatoire qui a permis justement d'effriter justement les droits fondamentaux d'un certain nombre d'électeurs. Et sans cela, que je disais que cette loi fondamentale n'était pas bonne. Il fallait qu'elle arrive à être révisée. Cette même loi fondamentale également a poursuivi sa course dans les exclusivités par l'exclusion justement des fils et des épouses de probables chefs d'État. Aujourd'hui, le chef d'État n'est rien d'autre que Brice Koto Oligui Nguema. Et cette constitution dit clairement que le frère du chef d'État, son épouse et ses enfants qui ne peuvent pas être candidats à une élection présidentielle. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Il a encore, c'était une autre disposition querelleuse dont j'avais combattu avec force et vigueur. Malheureusement, comme il y avait un bloc de constitutionnalité et cette constitution n'avait pas que des aspérités, elle avait également des côtés assez important, assez intéressant, et les gens ont plutôt voté pour le côté intéressant, tel que la limitation des mandats à travers notre loi fondamentale. Donc vous faites 2 mandats, un mandat de 7 ans, plus un autre mandat de 7 ans, ça fait 14 ans. Et sans cela, que moi, de ce côté-là, j'ai pu apprécier justement certains de ces articles constitutionnels sur la limitation des mandats. Elle permet d'arriver justement à une alternance au pouvoir qui puisse être suggérée par une certaine mutation, un certain changement. Et c'est ce que nous avons toujours voulu, la limitation des mandats. Avec le principe de l'intangibilité, donc l'impossibilité de modifier cette disposition, et nous ne pouvons que nous réjouir de cet article-là. Et malheureusement, le plus grand nombre de ces articles aujourd'hui causent sérieusement problème. Mais dans tous les cas, nous osons tout simplement croire, à tort ou à raison, que les acteurs de développement, les partis politiques, la société civile, les syndicats, le chef d'État, les membres du gouvernement et autres trouveront au fur et à mesure comment arriver à remoderniser cette constitution pour que cette constitution puisse donner pleinement satisfaction au peuple souverain qui n'est rien d'autre que le garant de toute légitimation et représentativité du pouvoir. L'élection de Brice Koto Oligui Nguema. Bon, l'élection de Brice Koto Oligui Nguema était sans contexte, puisque je vous ai déjà dit, on a éliminé pratiquement les candidats qui auraient pu être susceptibles d'être des obstacles pour Brice Koto Oligui Nguema. Un candidat tel que le brillantissime professeur qui continue à clamer sa victoire, et Dieu seul sait à l'heure actuelle là où il se trouverait. C'est tellement qu'il appuie également le maquis, comme beaucoup d'autres ex-filtrés, qui vous avez eu également toutes les flagellations, les meurtrissures qui ont été vécues par Pierre Claver Maranga Moussabou et qui a toujours été éternel candidat à l'élection présidentielle. Vous avez eu également Bruno Moubembamba. Donc il y a eu plusieurs acteurs politiques aujourd'hui qui auraient pu constituer un véritable obstacle pour Brice Koto Oligui Nguema. Mais dès lors que ces obstacles avaient été balayés par cette constitution liberticide, cette constitution égocentrique, exclusive, eh bien, le lit était fait pour Brice Koto Oligui Nguema. Pire encore, les candidats que je considérais comme de menus frétins, des candidats sans base électorale, des candidats qui n'ont fait aucune preuve, ces derniers ne pouvaient pas prospérer. Parmi ces candidats, le seul candidat
et qui avait un minimum de légitimité, mais c'était Alain-Claude Bimdi, le seul candidat également qui pouvait seconder une espèce de légitimité. C'est mon frère Simplice Bungwere, qui était à Mimungo, et député pendant 10 ans, un Adouma qui allait coloniser les Massango et plusieurs pygmées là-bas qui font croire au président qui serait détenteur justement de tous les pouvoirs alors que c'est la manipulation. Voilà un Adouma, un prince Adouma qui allait coloniser justement la province de Langouni. Il est resté 10 ans à l'Assemblée nationale avec des victoires aisées. Et là, je voudrais féliciter le chef d'État d'ailleurs d'avoir nommé Simplice Bungwere, ancien candidat à l'élection présidentielle, comme conseil spécial chef de département. Et ça, c'est tout simplement compte tenu de la reconnaissance du leadership de ce compatriote. Féliciter également l'actuel ministre du Commerce et qui a bravé justement ce régime autoritaire, qui a bravé justement cette gérontocratie parasitaire qui nous étouffait déjà comme une chape de plomb, ce pouvoir aujourd'hui qui constitue un véritable obstacle pour les femmes, qui est Zenaba a pris toute l'ampleur du jeu par sa participation et sa première participation qui s'est révélée fructueuse, je ne dirais pas infructueuse par rapport à ses pourcentages électoraux. Aujourd'hui, elle est ministre du Commerce et je l'invite d'ailleurs, en qualité de ministre du Commerce, de tout mettre en œuvre pour réorganiser d'ailleurs ce ministère, de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, qu'elle essaie de se débarrasser de certains de ces acteurs politiques et qui, au lieu justement de se mettre au travail, préfère se lancer dans des diatribes, dans des débats non fructueux, avec des conséquences insidieuses, alors que le ministère du Commerce a besoin d'une véritable structuration, a besoin de véritables experts. Et le cabinet du ministre doit également être constitué de ces professionnels, de ces experts au ministère du Commerce. Et ils sont nombreux comme ça là-bas. Donc ça ne sert à rien d'avoir un conseiller du ministre du Commerce qui n'a pas l'expertise, qui n'a pas la compétence requise. Il est de même pour un conseiller technique qui n'a pas un profil qualificatif d'emploi, qui n'a pas l'état de service, des services rendus, mais qui serait là par la simple volonté du prince, par la simple volonté d'une nomination. Il s'agit également pour nous, dans la rentrée dans la 5e République, de mettre des gens qui ont une certaine compétence, une compétence irréfutable, qui n'ont pas de parachuter parce que la transition est finie. L'ère de la transition est passée. Ceux qui ont pu obtenir une gargote, une beuverie pendant l'ère de la transition, qui doivent comprendre qu'il faut passer le témoin à de véritables experts pour mettre le pays sur le rail d'une véritable relance de la croissance économique par des politiques keynésiennes, les politiques de grands travaux, par des politiques monétaristes telles qu'elles avaient été notées par Nicole Friedman dans le cadre de la rationalisation, de la budgétisation par objectif de programme pour arriver à un certain désendettement, lutter contre la gouvernance malsaine, lutter contre le détournement des fonds publics par bande organisée qui est améliorée justement les conditions de vie des populations gabonaises, leur pouvoir d'achat, lutter contre la vie chère et l'inflation. Donc, la ministre du Commerce, pour avoir obtenu la sympathie du chef de l'État, pour avoir obtenu sa confiance, doit tout mettre en œuvre. Elle doit tout mettre en œuvre pour réorganiser ce secteur aujourd'hui, lutter contre l'informel, lutter contre la gabégie, lutter contre la manipulation et autres. Et là, je voudrais une fois de plus féliciter Brice Koto Oligui Nguema pour avoir permis de mettre en place un gouvernement avec certains acteurs politiques non de moindre dont le peuple peut tout simplement se souvenir. Mais cette élection de Brice Koto Oligui Nguema aujourd'hui n'est pas sans incidence au vu de la qualité des acteurs en jeu dans la gouvernance politique économique de notre pays. Vous avez vu le parachutage justement de Séraphin Mundunga, et je l'ai dit et j'insiste et je continuerai à le dire que ce positionnement géostratégique est un positionnement qui causerait beaucoup de difficultés à Brice Koto Oligui Nguema. Nous connaissons tous qui est Mundunga, nous savons le rôle majeur que Mundunga a joué dans notre pays, comme étant d'ailleurs un des intimes d'Ali Bongo Ondimba. Et nous savons le pouvoir que Mundunga a pu obtenir jusqu'à être vice-premier ministre. Malheureusement, à la fin
justement du processus électoral qui s'est soldé par une débâcle électorale d'Ali Bongo Ndeba. Et Mundunga avait préféré prendre ses jambes par le cou pour se retrouver en France. Et aujourd'hui, le voir parachuter comme ça à la prestigieuse fonction de vice-président de la République, eh bien, ce n'est pas rien, mais c'est quand même une fonction qui aurait pu intéresser d'autres personnalités politiques qui n'ont jamais fui, qui sont restés au Gabon, qui ont assumé la responsabilité de leurs actes. Il s'agit de ne pas être des fuyards, des poteaux de peureux. Il faut que les gens arrivent à assumer la responsabilité des actes qui sont les leurs. C'est le principe de la responsabilité du fait personnel. La loi est claire. Tout homme qui cause un dommage à autrui doit être capable de réparer le préjudice. Mais pourquoi est-ce que les gens arrivent à fuir après le processus électoral alors qu'ils ont tout bénéficié du pouvoir qui leur a permis d'obtenir toutes les grâces, tous les privilèges et toutes les faveurs alors qu'ils n'étaient pas les plus méritants? Il est de même pour Alexandre Barraud-Chambrier, cet acteur politique que je connais très bien, dont j'ai de l'estime, sinon la considération, mais sur le plan politique, ce n'est pas le cas. Vous savez très bien qu'Alexandre Barraud-Chambrier, en tant qu'expert monétariste, sorti de brillantes écoles de partis industrialisés, malheureusement c'est le même Alexandre Barraud-Chambrier qui nous avait mis en place ce qu'on appelait les PASS, les programmes d'ajustement structurel, qui ont été initiés par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris et autres. C'est ce même Alexandre Barraud-Chambrier avec Jean Yegendo et Santuel Ngoma Madungu qui ont mis en place ces programmes qui consistaient en un désengagement de l'État de l'activité productive, d'où les privatisations. Et le bilan des privatisations a été catastrophique. C'est Barraud-Chambrier qui nous a entraînés vers le monopole de la SCG, le monopole de plusieurs entreprises privées, en détruisant les entreprises publiques. Mais quel est le résultat aujourd'hui? C'est un résultat catastrophique. On a assisté à une espèce de paupérisation du peuple, une pauvreté, une misère indescriptible, sans compter encore la montée vertigineuse de l'insécurité dans nos quartiers sous-intégrés. Donc c'est Barraud-Chambrier qui en est l'auteur à cette période. Alors que lui, en tant qu'expert, il aurait pu redresser l'économie de notre pays. Comme il était supposé redresser l'économie de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, là où il avait été comme un expert du Fonds monétaire international. Bon, dans tous les cas, lui au moins, il est resté dans le pays à combattre le système Bongo-PDG que tout le monde a recusé. Et aujourd'hui, il jouit du bénéfice de ce combat puisqu'il a été également un des acteurs accélérateurs de la victoire du professeur Ondosa alors qu'il avait les mérites justement de cette élection à l'époque parce qu'il était le candidat presque le mieux outillé, le mieux placé, le candidat qui disposait d'un certain nombre d'atouts. Malheureusement, sachant bien qu'il était de la petite province, parce qu'il faut tenir compte également de tous ces agrégats, Barraud-Chambrier a cédé sa place en Dossa et c'est en cela que nous le félicitons. Aujourd'hui, il est vice-président du gouvernement. Nous osons tout simplement croire qu'il va mettre en place cette batterie de mesures pour arriver à la relance de la croissance économique, stimuler le projet Graines pour nous permettre d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre les déséquilibres alimentaires, la lutte contre la famine, l'exclusion sociale et autres, transformer notre agriculture qui est actuellement une agriculture analytique, une agriculture embryonnaire, une agriculture à faible productivité pour que nous arrivions à la mécaniser, l'industrialiser, faire en sorte que nous ayons une agriculture à forte productivité, une agriculture capitalisée avec des bénéfices certains sur la croissance économique de notre pays. Arriver également à relancer le secteur industriel et enfin le secteur tertiaire. Donc tous les pays qui se sont développés ont d'abord fait ce qu'on appelait en Chine la révolution verte, la révolution grégaire. Donc arriver à nourrir le peuple pour arriver à une seconde transformation, l'industrialisation et le dernier secteur, le secteur tertiaire qui est celui des autoroutes, de l'information et de la communication. Mais dans tous les cas, nous félicitons une fois de plus l'ensemble des promis. Mais je voudrais avoir un statistique pour un acteur politique majeur, donc le financier Claude Oyima. Claude Oyima aujourd'hui, et qui a prouvé aux populations gabonaises son expertise dans la gestion des banques. Aujourd'hui, BGFI est une fierté pour le peuple gabonais et n'a pas pu péricliter à cause du leadership de ce compatriote qui a apporté la preuve que les Gabonais également sont capables d'avoir des entreprises, non pas nationales, mais des entreprises
international. Mais j'ai fini aujourd'hui à dépasser le stade de la nation gabonaise pour arriver à un stade continental. Donc le choix de ce personnage dans la gestion justement de nos deniers publics est une lueur d'espoir et c'est un choix mérité. Nous osons tout simplement croire que Jean-Claude Hima va réorganiser également l'économie de notre pays avec certainement de l'argent qu'ils auraient soutiré à la veuve blanche. Certainement que nous en parlerons. Mais dans tous les cas, nous avons tout de même un acteur majeur au sein du gouvernement avec lequel nous pouvons tout de même apporter notre caution. Monsieur le Prince Adouma, quels sont vos rapports avec le chef d'État actuel? Mes rapports avec le chef d'État actuel, ce sont des rapports assez importants, mais des rapports qui ont été déteints par ses collaborateurs dès lors que le chef de l'État avait pu me recevoir pendant que j'avais fait une demande d'audience et que ce dernier avait donné des instructions fermes pour m'acheter un véhicule de fonction NTX pour me faire nommer comme conseiller à l'hôtel de ville et équiper mes 3 quartiers généraux. Malheureusement, je continue à clamer que je n'ai jamais rien obtenu de résolution des instructions fermes du chef de l'État. Donc, mes relations avec le chef de l'État aujourd'hui, ce sont des relations assez conflictuelles. C'est des relations qui ont été détériorées par ses fidèles collaborateurs. Vous savez très bien que la parole du chef de l'État est une loi. Elle revêt un caractère exécutoire. Mais dès lors que le chef de l'État n'arrive pas à respecter ses propres instructions, ses propres orientations, cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire qu'il n'a pas besoin de David Mbakoma et que ses collaborateurs aient respecté ses orientations ou pas, eh bien, il est passé outre. Mais de la même manière, il est passé outre. C'est la même manière, moi également, je suis passé outre. Je vous dis qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Un prince Adouma ne peut pas être comparable à un mendiant, un laissé pour compte sociétal, un exclu de la croissance économique, un marginal. Biscoto Ligingema connaît très bien qui est David Béakoma. Pour m'avoir reçu, il connaît très bien quelle est ma moralité, quelle est mon éthique. Mais pourquoi un tel mépris à l'égard de ma personne? Même des individus dont j'ai fait accompagner au chef de l'État ont bénéficié de nominations, ont bénéficié des véhicules à leur image. Et c'est moi, David Béakoma, dont on a peint comme étant à la limite un malotru, un pestiféré. Et ils ont allé jusqu'à me déclarer persona non grata, bloquant mon salaire pendant 4 mois, m'empêchant d'aller faire le concours à l'ENA, m'empêchant de repartir à l'école et terminer ma carrière diplomatique avec beaucoup plus de brio. Mais dans tous les cas, mes relations avec le chef de l'État, elles sont au beau fixe. Quand bien même les gens voudraient me faire passer pour le fou du roi, mais je suis le guide. Je suis celui-là qui est la lumière, qui est clair, qui oriente le chef de l'État. Parce que moi, j'ai été clair. Je ne fais pas du Kounabélis. Et je ne le ferai jamais. Je n'ai pas fait le Kounabélis à l'époque d'Omar, à l'époque d'Ali. Pourquoi je ferai le Kounabélis? Un Kounabélis d'ailleurs sans perspective pour Brice Koto Ligegema. Je suis celui qui arrive à dire la vérité au chef de l'État. Et je dis cette vérité de manière crue. S'il arrive à s'améliorer, à améliorer sa gouvernance politique, parce qu'il a tout de même des personnes qui arrivent à lui dire la vérité, qui est une personne qui n'arrive pas à voir rouge là où les autres voient noir, qui arrive à voir bleu là où les autres voient vert, eh bien, c'est tant mieux. Mais dans tous les cas, je vous le dis, moi je suis un fils des prophètes. Je suis un fils des prophètes. Je sais en avance ce qui va se passer dans ce Gabon-là d'ici 2 ans. Donc je suis une boussole. Je suis un phare de l'âge. Je suis celui-là qui indique la voie à Briskoto Ligigema. S'il m'écoute, c'est tant mieux. S'il ne m'écoute pas, eh bien c'est son problème. Je ne suis pas président de la République, chef d'État, pour pouvoir me préserver, préserver ma santé, préserver mon intégrité, préserver l'intégrité du territoire national et autres. Celui qui est chef d'État, c'est à lui d'exercer le pouvoir. Nous, nous sommes des simples accompagnateurs. Nous sommes loin d'être ses collaborateurs. Ces collaborateurs, ils savent bien le rôle qu'ils doivent jouer. Mais malheureusement, ces gens-là jouent quel rôle? On nomme quelqu'un chargé de mission du chef de l'État. Il ne connaît même pas ses missions. On nomme quelqu'un conseiller du président, conseiller du président. Ils arrivent à rien faire. Le chef de l'État aujourd'hui est exposé à la raillerie, à la moquerie, partout sur l'ensemble du territoire national et international. Parce que quoi? Il s'est entouré des menus frétins, des acteurs politiques étatiques qui n'ont pas le profil qualificatif d'emploi pour pouvoir protéger le capital social de Brice Koto Ligigema. Et aujourd'hui, c'est le pays qui en paye le prix et c'est Brice Koto Ligigema qui est exposé sur tous les domaines, sur tous les plans. Donc, c'est à lui-même d'analyser la réalité de notre relation. Mais dans tous les cas, je ne pense pas
que Brice Koto Ligigema puisse faire preuve de mauvaise foi à l'égard de David Mbekuma. Dès lors qu'il m'avait donné personnellement son numéro de téléphone, dont je n'ai jamais fait usage. Je suis qui, moi, pour écrire au chef de l'État? C'est au chef de l'État de penser à moi, comme il a fait par le passé, de me faire appel, que comme il a fait par le passé, mais dès lors qu'il ne le fait pas, moi je pense, et qu'il est certainement occupé à autre chose, mais dans tous les cas, mes relations avec Brice Koto Ligigema est au beau fixe. La preuve est là, pendant que j'avais dit ne pas appartenir, lorsqu'il fallait aller signer la charte des bâtisseurs. Moi, j'avais dit ne pas aller signer cette charte parce que je savais qu'on allait arriver nulle part à travers ce rassemblement. Mais c'est encore lui, Brice Koto Ligigema, soit lui qui m'avait nommé, soit lui comme coordinateur général adjoint de campagne dans le 3e arrondissement. Or, cette marque d'estime à mon égard, qui suis-je? Si j'ai pu bénéficier également de cette faveur du prince Béton, c'est que dans tous les cas, nos relations sont au beau fixe. Mais je pense, à tort ou à raison, qu'il y a des surprises à venir. Parce que le chef de l'État est le chef de l'ensemble des Gabonais. Le chef de l'État n'est pas le chef de l'État d'une province, d'une localité ou bien de certains groupuscules de personnes. Et que le chef de l'État ne serait pas celui-là qui va marginaliser David Mbekuma au détriment d'autres personnes. Dans tous les cas, eh bien, je reste un soutien inconditionnel du chef de l'État, mais avec ma pleine substance, et je continuerai à dire la vérité, quoi que cela puisse me coûter. Quel est votre avis par rapport à la loi sur les partis politiques? Mais la loi sur les partis politiques, le chef de l'État l'a rappelé à ces acteurs ménopausés politiques, ces vieillards gérontocrates de l'ère d'une démocratie marchandise, auréolés justement par leur recherche de privilèges indus, la recherche de leur luxe. Comment vous voyez un acteur politique comme Pierre-Claver Mangam Savou se faire rouler, soit dit non, parce qu'il n'a pas été au dialogue. Nous connaissons quel est la verbe oratoire de Pierre-Claver Mangam Savou, sa détermination et son déterminisme. Et je vous ai dit que la Constitution avait exclu tous ceux-là qui étaient capables de défendre véritablement les intérêts du plus grand nombre de personnes. On a envoyé au dialogue national inclusif des affamés, des crèves-la-faim, des individus qui ne comprenaient rien du processus électoral, ni des enjeux de développement de notre pays. Et aujourd'hui, ils ont mis des espèces de lois qui ont tout verrouillé. Et je leur avais dit que le pouvoir, les régimes militaires, le plus souvent vont vers une certaine confiscation, vont vers une certaine détérioration des droits humains et autres. Il n'y a eu personne qui peut m'écouter. Et pourtant, je leur avais dit que vous courez droit vers le parti unique et que ce serait vraiment regrettable. Au moment où vous devez protéger la démocratie, vous allez protéger le prince, vous allez protéger les institutions sans protéger les droits humains. Or, la première institution qu'il fallait protéger, eh bien, c'est l'homme qui est au cœur de tous les processus de développement. C'est cela l'humanisme. Mais là, alors que vous avez des capitalistes à la tête de l'État, dès lors que vous avez des épicuriens, des gargantians, des gérontocrates, des plutocrates pseudo-émergents, ces aristocrates sans base électorale, qui aujourd'hui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Où est-ce que vous allez trouver une adhésion de 18 000 personnes pour légaliser un parti politique? 18 000 personnes. Où est-ce qu'ils vont le trouver? Vous prenez 18 000 personnes, vous multipliez par 100 partis politiques, ça vous fait une population de 18 millions d'habitants. Pour un petit pays du Gabon comme le nôtre, qui a pratiquement près de 800 000 électeurs, même si on dit 1 million, bon, 1 million d'électeurs, admettons-le, puisque ceux qui doivent adhérer dans les formations politiques doivent avoir au moins la majorité législative, c'est-à-dire les 18 ans. Bon, vous voyez bien que nous allons non seulement à une espèce de squelettisation de notre architecture des partis politiques, mais au mieux, les partis politiques vont disparaître. Parce que le seul parti politique qui était capable d'avoir 18 000 personnes, c'est le Parti démocratique gabonais. Mais regardez comment le Parti démocratique gabonais a été dépiété, démantelé, dépoussiéré. Aujourd'hui, ce parti de masse, autrefois, est en train de se squelettiser. Donc même le PDG court le risque de ne pas avoir les 18 000 personnes. Mais Brice Koto Ligigema, lui-même sa formation politique, et qui est en gestation dans les tiroirs pour le moment, et les gens, ces courtisans et intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets, arrivent une fois de plus à manipuler l'opinion publique parce qu'ils n'arrivent pas à dire la vérité. La vérité, c'est que le chef d'État, pour ceux qui l'ont justement vanté cette fausse stratégie, est en train de mettre en place un parti politique. Mais le chef d'État va mettre un parti politique pour arriver où? Même si par devant lui, il arrive à atteindre les 18 000 voix parce qu'il a l'argent, parce qu'il a l'appareil étatique. Mais est-ce qu'il va gouverner sans parti politique?
si le chef d'État se retrouve avec son parti politique et qu'il ait la majorité de 144 députés et 80 ou 90 sénateurs ou autres, en quoi nous aurons obtenu le changement? Nous serons retournés pire que par le passé. Nous aurons une chambre monocolore, une chambre sans une véritable possibilité de débat contradictoire public. Et c'est ce Gabon-là que vous avez toujours rêvé. Ce sera le changement, ce sera la démocratie que vous êtes allé protéger au dialogue national inclusif. Mais vous êtes à plaindre. C'est ridicule. Ce genre d'attitude. Même si vous voulez aider le chef d'État, mais dites au moins la vérité au chef d'État. Le chef d'État aurait pu laisser toutes ces formations politiques concourir à l'expression du suffrage. C'est le rôle d'un parti politique. La conquête du pouvoir pour ceux qui recherchent le pouvoir. La conservation du pouvoir pour celui qui est au pouvoir. C'est le principe, la théorie des intérêts bien compris de l'exercice du pouvoir. Cette théorie dit que lorsque l'exercice du pouvoir vous rapporte plus que son abandon, vous exercez le pouvoir. Mais lorsque l'abandon du pouvoir vous rapporte plus que son exercice, vous abandonnez le pouvoir. Et c'est le cas des civils. Elles sont partis parce que l'abandon du pouvoir va leur rapporter plus que son exercice dès lors qu'ils ne peuvent plus exercer le pouvoir pour avoir été débâclés à la tête du sommet de l'État. Et les partis politiques aujourd'hui ont également un autre rôle, le rôle pédagogique, le rôle didactique, le rôle de moralisateur de la vie publique, le rôle également instructif. Parce que si la démocratie échappe les pays, les citoyens dans les pays moyens, les pays industrialisés, mais à fortiori, cette démocratie-là, dans les pays sous-industrialisés, les pays pauvres que nous sommes. Mais c'est pourquoi un des acteurs politiques français disait que la démocratie est un luxe pour les peuples africains. Regardez comment, dans tous les pays de l'espace francophone, la démocratie est confisquée. La démocratie est rejetée. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, Ouattara est à un 4e mandat, qui refuse justement de quitter le pouvoir. Mais regardez à quel âge cet homme refuse de quitter le pouvoir. Au moment où le Gabon a mis justement le principe d'intangibilité de la loi avec le principe justement de restriction des mandats, donc de limitation des mandats, en Côte d'Ivoire, les mandats sont ouverts, ça tombe ouvert. Et vous allez voir, la Côte d'Ivoire va péricliter. Avant l'élection, vous entendez, et tous les morts qu'on va encore compter en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que les gens sont réfractaires à la démocratie. Ils veulent s'éterniser au pouvoir, mais ils ne font rien pour leur peuple, ils ne font rien pour la dignité de leurs électeurs, ils ne font rien pour la souveraineté de leurs États. Et ils sont baillonnés comme ça à tout vent de doctrine. Regardez du côté du Cameroun, c'est encore pire. Un chef d'État de 93 ans qui brigue encore un autre mandat, qui est un 6e ou bien 8e mandat. Mais pourquoi faire? Mais regardez les Camerounais, ils sont les premiers chaque jour à transformer notre chef d'État en punching ball à travers leur soi panafricaniste. Les Camerounais ne parlent jamais de la démocratie du Cameroun, qui est un véritable obstacle, une démocratie qui n'existe pas. C'est l'autocratisme du pouvoir au niveau du Cameroun. Au Gabon, on arrive à critiquer notre très cher aîné, pas aîné, petit frère Brice Clotaire Oligui Nguema. Au Cameroun, il est impossible de critiquer Paul Biya. Et la preuve, vous avez vu l'extradition, l'exfiltration d'un Camerounais ici au Gabon. On l'a ramené au Cameroun. Dieu seul sait s'il a encore envie. Peut-être qu'il serait d'ailleurs même mort. Donc Paul Biya exerce une dictature féroce au Cameroun, à 93 ans, Biya a tout donné au peuple camerounais, il n'a plus besoin d'être candidat. Mais enfin, il ne va pas mourir au pouvoir. Il a certainement des enfants, il a certainement des neveux, des cousins et autres, des successeurs pour arriver à faire cette imitation. Zéro. Et là, il y a une image, une fois de plus dégradante, de son ministre, et qui s'est retrouvé, je crois, à Rome, pour certainement féliciter le nouveau pape et puis partager justement l'allégresse, partager également sa solidarité et sa compassion à l'endroit du défunt pape. Et il sort une enveloppe d'argent. Vous voyez comment ces gens-là sont stupides et bêtes? Comment un ministre qui va sortir de l'argent dans sa poche, il sachant bien qu'il est filmé, et donner de l'argent à ce pape-là. Quel pape aurait pu accepter une telle somme d'argent? Quel pape? Mais vous voyez comment ces gens-là, ils arrivent à détruire même l'atmosphère des relations diplomatiques de son pays. Parce que quoi? Ils sont habitués à la corruption. Et là, c'était une corruption à ciel ouvert.
Alors que ce n'était pas une corruption, c'était tout simplement un acte de générosité, comme nous le savons dans nos lois et coutumes. Lorsque vous avez un parent qui est un décès, vous lui amenez un présent, un confort pour pouvoir l'aider dans les funérailles et autres. Mais regardez la maladresse de ce ministre, ce représentant de Paul Biya. C'est tout ce genre d'attitude qu'on récuse. Bon, nos frères équatoriens guinéens, qui viennent d'ailleurs de gagner l'île Mbani. Bon, lui, mon père, je ne porterai pas de critiques envers lui. Parce qu'il y a un minimum, un semblant justement de développement de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale aujourd'hui est loin d'être comparable au Gabon. Mais pourtant, hier, est-ce que la Guinée pouvait nous parler? Donc on a bien vu comment Obiangema a investi sauvagement avec son fils pour améliorer les indicateurs macroéconomiques de son pays, pour avoir également une incidence sur le développement humain. Mais toujours, c'est la même récrimination. L'absence de démocratie. Vous avez le cas du Congo, c'est pareil, avec notre père Sassou Nguesso, et qui sera certainement candidat à sa propre succession. Vous arrivez au Togo, c'est encore pire. Fort ressources humaines, il a son 6e mandat. Où est la démocratie? Au Tchad, pareil. Non. Et là, avec l'intrusion des forces de défense et de sécurité dans notre ordonnancement constitutionnel, mais les peuples africains sont mal barrés. La démocratie est bloquée, elle est confisquée par les nantis, par les puissants. Et dès lors que vous avez encore une jeunesse atome, une jeunesse faible, une jeunesse mécanisée, une jeunesse robotisée, une jeunesse moutonisée, incapable de pouvoir défendre ces garanties consortes. Mais vous pensez que l'Afrique va se développer où? L'Afrique ne va pas se développer avec les peureux, avec les lâches, avec les gérontocrates au sommet de l'État, alors qu'il est possible d'arriver à un rajeunissement de la classe politique. Mais pour arriver à ce rajeunissement de la classe politique, eh bien, il faut affronter le mystère, il faut le mystère de l'affrontement et de la confrontation. Dès lors que vous refusez de vous battre, mais qui va se battre pour vous? Personne ne va se battre pour vous. Chacun va défendre son village, sa ville, son canton, sa tribu, sa région et autres. Et malheureusement, nous n'allons pas avancer, puisqu'il n'y aura aucune adéquation de villes et villages. Certaines villes vont se développer plus rapidement que d'autres, et avec toutes les discriminations et les incidences et qui vont s'en suivre. C'est vraiment dommage et regrettable. Monsieur le Prince Adouma, quelle est votre appréciation par rapport à la perte de l'île Mbagné? Mais la perte de l'île Mbagné, c'est une véritable débâcle, un camouflet diplomatique de plus, un deuil pour nous. Parce que l'île Mbagné, ce que les gens ne vous disent pas, c'est que c'est une île qui a beaucoup de ressources halieutiques, peut-être même des ressources pétrolières. Lorsque vous voyez une île qui est restée comme ça, inexploitée, pendant près de 50 ans, une île pour laquelle les gens se sont battus pendant près de 50 ans, et que cette île est restée non exploitée, non utilisée. Vous imaginez la multitude, les milliards de poissons qui se sont multipliés à l'intérieur de cette île. Vous imaginez les ressources halieutiques à l'intérieur de cette île. Mais cette victoire du peuple guinéen, aujourd'hui, c'est un véritable obstacle pour nous, c'est un deuil. Surtout que c'est le drapeau gabonais, et qui était dressé là-bas depuis plusieurs années, avec les forces de défense et de sécurité qui étaient là pour maintenir justement cette île-là qui était exclusivement l'une de nos propriétés. Mais malheureusement, le droit international a tranché. Et les arrêts rendus par les tribunaux internationaux sont susceptibles de recours. Il n'y a pas d'appel. Mais là, l'île Mbagné, nous l'avons perdue avec 2 autres îles. Et là, nos forces de défense et de sécurité doivent rentrer au pays incessamment. Et la Guinée, aujourd'hui, a les mains libres pour pouvoir exploiter les ressources de cette île. La Guinée va encore arriver à un boom économique, une explosion de la croissance. Une Guinée avec une faible population, aujourd'hui, avec autant de richesses, avec autant de matières premières. Ben, nous ne pouvons que nous réjouir de la victoire de la Guinée. C'est la victoire du droit, c'est cela l'état de droit, c'est le respect également des décisions de justice, c'est le respect des arrêts judiciaires qui malheureusement nous l'avons perdu, mais nous n'avons pas tout perdu parce qu'il faut que les gens également arrivent à bien expliquer aux populations, parce que ce tracé de la coupe que la Guinée a remporté du côté de notre île, mais il y a également une nouvelle reconfiguration de notre espace territorial où nous avons justement Ebibiyin, qui est une ville de la Guinée équatoriale. Nous avons Mongomo, qui est une ville de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, Ebibiyin et Mongomo rentrent dans le territoire national. Est-ce que vous connaissez les incidents
les conséquences de cette entrée des Bébéines et Mongomo dans le territoire national gabonais. Cela veut dire quoi l'implication? Cela veut dire que toutes ces deux villes qui ont déjà été conçues, qui ont des infrastructures, nous appartiennent. Mais vous voyez bien la Guinée, qui donnait Bébéine, qui donnait Mongomo au Gabon. Là, il y a encore une autre bataille juridique pour l'applicabilité de cet arrêt. Et c'est comme ça, comme les conflits naissent. Les conflits frontaliers naissent comme ça. Il vous souviendra du conflit de Bakassi, le Nigeria et le Cameroun. Mais dans tous les cas, je voudrais dire également à ceux qui ne savaient pas l'implication de cette mesure. Cela veut tout simplement dire quoi? Parce que Bébéine, c'est la ville du chef de l'État. À la limite, c'est son village. Et si le chef de l'État, le village du chef de l'État et le village du Gabon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Obiangema est gabonais. Je ne sais même pas si vous êtes conscient de cela. Ça veut dire que Obiangema n'est pas équateur-guinéen, qu'il est gabonais. Et nous l'avons toujours dit qu'Obiangema était gabonais. Je vous ai dit que toutes les fois où j'ai un deuil chez moi, à Média, Obiangema participe. Parce que c'est notre parent. Et là, on vient de confirmer par des liens de consanguinité sur le plan international qu'Obiangema est gabonais. Pire encore son fils. Bon, vous imaginez les implications? Et dans tous les cas, la communauté internationale qui l'a si bien dit que maintenant c'est aux diplomates gabonais, aux autorités gabonaises, avec les autorités guinéennes, d'arriver à s'asseoir et de trouver un compromis. Sans cela que les relations diplomatiques ont ce secret-là, le secret justement de la protection des personnes, le secret du secours des personnes et le secret de la représentation et l'assistance. Donc nous invitons les acteurs politiques étatiques gabonais et les acteurs politiques étatiques guinéens de s'asseoir sur une table et de trouver un compromis sans faire de compromission dès lors qu'il y a un arrêt qui est là, qui est un arrêt de la Cour pénale internationale. Donc il faut bien, la Cour de justice internationale, il faut bien que cet arrêt soit exécuté et que ce que nous avons perdu, donc l'île, nous l'avons eu par compensation à travers les deux villes de la Guinée équatoriale qui nous reviennent. La réalité, c'est que nous n'avons rien perdu. C'est les Équatoriens guinéens qui vont être en difficulté parce qu'ils ont un seul choix. Soit de nous céder l'île et récupérer maintenir leurs deux villes. Parce que si eux gagnent l'île et que nous mettons nos deux villes, Obiangema devient gabonais. Il n'est plus équateur-guinéen. Et si Obiangema devient gabonais, il n'est plus équateur-guinéen, mais Obiangema ne peut plus être président de la Guinée équatoriale. Son fils Todorino ne peut plus poursuivre la succession du pouvoir de son père, dès lors qu'il est gabonais. Et il leur faudrait également changer de papier. Et donc, leur faire obtenir des passeports diplomatiques gabonais. Leur village, non, même plus le village en territoire gabonais. Non, ils n'ont plus le village. Ils sont sur notre territoire. Et comme ils ont des investissements, nous également, on peut les expulser de notre territoire avec toute la perte de leurs investissements, et nous-mêmes on s'investit là. On récupère tout ce qu'ils ont comme investissement, mais vous voyez bien Obiangema, ils perdent tous ces investissements-là, ce n'est pas possible. Et si eux également, ils ont fortement investi dans ces deux villages-là, mais certainement, il y a là aussi, il y a des matières premières, il y a des ressources, il y a toute une vie. Bon, eux encore, ils ont toute une vie là-bas. L'île Mbanié, nous on n'a rien, on n'a même pas une plantation là-bas. Même pas un planté là-bas. Il n'y a que l'île sur le plan naturel qui est resté comme ça. Donc vous voyez que c'est une décision quand même qui a été assez sage pour les magistrats de nos cours, de nos tribunaux. Donc arrêtez de voir comme si nous avons tout perdu. La réalité c'est que nous n'avons rien perdu. Au contraire, c'est nous qui avons tout gagné. Nous avons tout gagné, mais avec un autre risque. Il vous souviendra qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle, la pensée, qui avait déjà pensé maladroitement, comme je le disais, mais qui a certainement pensé juste, qui avait déjà pensé positivement, parce que lui, il parlait justement du rassemblement du Gabon en un seul pays avec la Guinée équatoriale. Donc vous voyez, lorsque les gens arrivent à émettre des idées, il faut souvent les suivre, les écouter, parce que vous ne savez pas d'où ces gens-là tirent leurs idées. Vous ne savez pas dans quel cercle de pouvoir ces gens-là appartiennent. Et vous voyez bien que la pensée, qui a véritablement bien pensé, aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui donne raison à la pensée, puisqu'une partie de la Guinée équatoriale est devenue gabonaise. Vous voyez bien que là, il y a un jumelage
entre la Guinée et le Gabon. Certainement que c'est la première coopération qui va partir de ces deux villes, et Bibiyine avec Mungomo. Dans tous les cas, les amis, hein, arrêtez d'insulter le pauvre Biscoto Ligingama. Il n'a pas été là à l'époque des tracés continentaux. Il n'a pas été là à la conférence de Yaka, où il y a eu le partage du gâteau, donc le partage de l'Afrique, et lui également, qui n'a pas été là lorsque les gens ont émis des procédures. Donc arrêtez cette manipulation-là, hein, laissez le pauvre monsieur tranquille, et apprenez à écouter, apprenez à rechercher l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous voulons des liens de coopération et qui soient fructueux entre la Guinée équatoriale et le Gabon, et pour le moment, les choses se passent au mieux. Donc, notre président n'a pas vendu l'île comme vous le dites. Non, il n'a pas vendu. Ce sont des procès. Les autres ont gagné le procès et on s'aligne, c'est tout. C'est ça l'état de droit. C'est ça le respect des normes juridiques. Monsieur David Béakouma, en rapport avec la programmation de la loi militaire en cours. Oui, mais là également, j'ai vu beaucoup de gens, c'est un sujet sur la toile par rapport à cette proposition, ce projet de loi de programmation militaire qui a été initié par le ministre de la Défense. Mais vous savez, Max Weber disait qu'il est de la responsabilité du pouvoir public d'assurer le maintien d'ordre. Le maintien d'ordre consiste à la sécurité des biens et des personnes. Et la sécurité des biens et des personnes, elle a un coût. Elle a un coût parce qu'il faut arriver à une sécurisation de notre territoire. Donc la sécurisation des frontières, les frontières aériennes, les frontières maritimes, les frontières terrestres, les frontières fluviales et autres. Et toute cette protection-là, elle nécessite des coûts, elle nécessite des moyens. Et c'est pourquoi partout dans tous les pays du monde entier, eh bien, le budget du ministère de la Défense a toujours été le budget le plus élevé. Donc ce n'est un secret de polichinelle. Nous voulons tout simplement encourager la ministre de la Défense d'accélérer le processus pour sécuriser les biens des personnes, parce que avec tous nos adversaires qui se trouvent actuellement à l'extérieur, eh bien ces gens-là, nous ne savons pas quel est le risque que nous courons. Donc, gouverner, c'est prévoir, et c'est pourquoi le chef d'État, avec la ministre de la Défense, met en place toutes ces mesures préventives de protection. Et j'ose tout simplement croire que le chef d'État également va pousser le bouchon loin, comme le fait le président du Burkina Faso, pour se rapprocher justement de l'URSS, diversifier les partenaires pour qu'on arrive à une véritable protection. Nous courons le risque d'une déstabilisation. Ça, c'est un fait évident, et tout le monde le sait. Ceux qui pensent que le calme qu'ils voient, le calme apparent là, que tout est bien, tout est gagné, ça c'est votre problème. Un matin, vous allez vous retrouver avec un pays en lambeaux, un pays en difficulté. Mais dans tous les cas, nous voulons préserver notre havre de paix comme la forme à Bongo-Niba. Le Gabon a toujours été la locomotive, un pays paisible, où règne une certaine accalmie, une certaine solidarité entre les peuples. Omar le disait, qu'il vaut mieux manger un crouton de pain sec dans un climat de paix que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'austérité, dans un climat de déstabilisation. Donc la loi de programmation militaire, elle est la bienvenue, mais nous allons analyser le contenu de cette loi-là, et le moment venu, nous communiquerons également. Monsieur David Béakouma, en rapport à l'exfiltration de Sylvia Bongo-Ndimba. Bon, l'exfiltration également de Sylvia Bongo-Ndimba doit participer à cette espèce de sécurisation de notre territoire. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'exfiltration de Sylvia Bongo-Ndimba fait beaucoup de bruit, beaucoup de vagues, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle est toujours en rapport avec la loi fondamentale qui a été adoptée. La loi fondamentale qui a été adoptée dans un de ses articles parle bien du principe, justement, le principe de la présomption d'innocence. Ce principe dit que jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme innocent. Un autre principe dit qu'un juge qui refuse de juger commet un délit de justice. Mais nos juges ne jugent pas leurs détenus. Or, ces détenus sont supposés être innocents. Et lorsque ces détenus tombent encore malades, si ces gens-là meurent en prison, mais qui va être responsable de leur décès? Ça, c'est une première question. La seconde approche, c'est que dans nos lois fondamentales, on a parlé justement de la garantie de représentation. La garantie de représentation. La garantie de représentation a une incidence, une corrélation, un lien de causalité avec les demandes d'autorisation de liberté provisoire. Parce que les personnes malades, elles ont besoin bel et bien d'être soignées puisqu'on ne les juge pas. Donc, il y a eu toutes ces mesures-là. Mais c'est la manière avec laquelle
cette exfiltration s'est faite qui choque. Qui choque parce que nous connaissons le rapport du Gabon avec l'Angola. Le président angolais était le premier à maintenir les sanctions contre le Gabon. Et puis encore, aujourd'hui, lorsqu'il est président justement de l'Union africaine, il ne fait qu'exercer justement cette prérogative-là en suivant d'ailleurs les premières décisions qui avaient été émises par l'Union africaine qui condamnaient le coup d'État. Aujourd'hui, c'est une fin judiciaire et qui nous réconforte. Parce que le président angolais a pu soutenir Ali Bongo Ondimba jusqu'au bout. Et tout le monde se souviendra de cette vidéo, Make Noise, où le chef d'État disait de faire le bruit. Il parlait à ses amis anglais. Tout le monde l'avait abandonné, mais le président angolais n'avait jamais abandonné Ali Bongo Ondimba. Et d'ailleurs, même l'ambassadeur de l'Angola, ils sont allés jusqu'à dissimuler un faux braquage par les forces de défense et de sécurité, alors qu'il avait un problème de non-paiement de loyer avec le propriétaire du domicile. Mais dans tous les cas, c'est une exfiltration qui s'est faite avec beaucoup de tact, avec beaucoup de doigté. Malheureusement, le président de l'Angola nous a fait une entourloupe, un camouflet diplomatique. Parce qu'il n'avait pas l'exclusivité, justement, de publier cette exfiltration. Et sans cela, que cela a jeté le discrédit, le courroux des populations gabonaises. Une population qui est jalouse de sa souveraineté. Une population qui vient d'élire son chef d'État à travers un plébiscite. Les Gabonais ont vu cela comme une trahison, comme un manque de respect à leur égard. Surtout que nous connaissons le rôle majeur que la veuve blanche a joué dans ce pays, avec tous les détournements de fonds publics et autres. Mais c'est le refus de communiquer de la structure gouvernementale, c'est le refus de communiquer de la presse présidentielle, c'est le refus justement de donner un certain nombre d'informations utiles à temps qui est aujourd'hui à l'origine de l'effritement, de la détérioration du capital social des Brice Koto Ligingema. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je ne comprends pas quels sont ceux-là qui sont chargés justement de protéger la communication du chef d'État. Ils sont toujours en retard. Et lorsque Bob Mengom avait annoncé l'exfiltration de Sylvia Bongo Valentin et son fils chez moi à la baie de Cochon, où je l'avais invité pour prendre part justement à une causerie pour tirer un débat contradictoire, les gens nous ont traités de fous. On nous a insultés, on nous a menacés. Et à la fin, c'est pour reconnaître qu'ils ont été exfiltrés. C'est vraiment malsain. Et ce n'est pas bien. Ça, c'est une communication des égouts, des bas étages. Parce que lorsque les autres ont déjà communiqué, toutes les communications que vous faites autour là, mais ça ne sert à rien. Il faut consommer. Maintenant, là où on vous attend, c'est de dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette extradition? L'État a récupéré combien de milliards? Là, c'est toujours le même flou. Vous prenez de l'argent, vous ne dites rien, vous prenez les maisons des gens, on ne communique pas, les voitures, etc., les avions. Il faut rendre tout cela public. Il faut rendre tout cela public. Et cet argent est allé où? On l'a mis où? Cet argent va servir quoi? Elle va financer quoi? Et autres. C'est cela la transparence dans une gouvernance. Mais nos gens refusent de communiquer. Et c'est très dangereux. Un gouvernement qui refuse de communiquer. Qui écoutait même les réponses de l'actuel vice-président de la République, chargé de gouvernement. Des réponses évasives. Des réponses qui n'ont même pas une certaine consistance. Qui est comme il a encore une langue fourchue, une langue lourde à communiquer. Mais tout ça, là, ça crée la confusion. Parce que lorsque les Sylvia Bongo vont communiquer, parce que c'est qui est sûr, lorsqu'ils vont aller en Angleterre, lorsqu'ils vont aller au Maroc,